Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube des militants badass qui changent le monde. Après l'épisode sur le bonheur avec Frédéric Lenoir, aujourd'hui on va parler d'optimisme et de quête de sens avec Catherine Testa. Salut Catherine. Salut Pierre, salut à tous. On va parler de changer de vie et de bonheur au travail, de notre rapport au futur et d'écologie. Alors je te présente en 30 secondes. Tu es une référence en France sur l'optimisme avec ton site l'optimisme.com. Tu as écrit 2 best-sellers dont Oser l'optimisme et tu es classé, c'est assez marrant, parmi les personnes les plus influentes sur LinkedIn. Avant la première question, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai invité Catherine. Parce que l'optimisme, ça peut sembler justement bisounours ou naïf, alors que le pessimisme, tout de suite, ça fait sérieux, ça fait adulte. Et justement, vous risquez d'être surpris, parce que notre rapport à l'optimisme a un impact beaucoup plus grand dans nos vies et dans le monde que ce qu'on imagine. Pour commencer, tu publies beaucoup de citations inspirantes sur Internet. Et j'avoue, moi, le premier, il y a des périodes où j'adore ça et d'autres périodes où je peux trouver ça assez gnangnan. Et pourtant, un jour, toi, tu as lu une citation et ça a changé ta vie. Oui, en l'occurrence, ma meilleure pote m'a toujours dit quand on publie des citations, c'est qu'on n'a rien à dire, Catherine. Voilà. Moi, ma vie a effectivement changé un jour où j'ai lu une citation: si tu n'aimes pas l'endroit où tu es, bouge, tu n'es pas un arbre. Ça paraît couillon. Cette citation avait été publiée par quelqu'un probablement au bout du monde. Tu sais, le design un peu dégueulasse, repartagé. Et c'était il y a 6 ans, 7 ans. Parce que ce jour-là, du coup, tu as décidé d'aller voir ton boss et poser ta démission, je crois, c'est ça ? Et exactement, en fait, ça faisait 2-3 ans où j'en avais marre de voir dans l'actualité, de l'actualité anxiogène, tout simplement. Je viens du domaine du développement durable, donc tous mes potes sont collapsologues, on va dire ça comme ça. Quand tu t'es emplâtré les rapports du GIEC, il y a 10-12 ans, j'ai envie de te dire que t'as pas une tendance à l'optimisme. Et puis je me disais, mais en même temps, il y a quand même plein de gens qui agissent un peu exactement ce que tu mets en exergue aussi sur ta chaîne. Et à l'époque, personne n'en parlait. Et pour moi, l'optimisme, c'était le prérequis à l'action. Et je me disais, mais il faut mettre en avant ceux qui bougent pour donner en fait aux autres l'envie de bouger. Et donc ce jour-là, j'ai lu cette citation, j'avais cette idée en tête. Et c'est comme ça que je suis allée voir mon boss en lui disant, j'aime ce que je fais, je vous aime, j'aime l'équipe, j'aime mes collègues, c'est intéressant, j'ai de la chance, mais faut que je fasse autre chose. Voilà. Et pas du tout, tu vois, souvent les belles histoires commencent souvent c'est pas toi, c'est moi. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, souvent on se dit, il y a eu une sorte de burn-out, de remise en question, de machin. Non, moi je bossais déjà dans un truc qui avait du sens. Par contre, pour moi, l'optimisme, c'était le sens au-dessus, pour ce que tu évoques souvent, la transformation personnelle, l'envie d'agir, d'incarner. Et ma place était là-dedans. Ah, ça me parle trop, c'est exactement ça. Moi, quand j'ai fait mon année de césure chez Ashoka, un réseau d'entrepreneurs sociaux, et qui sont venus me chercher à la fin de mes études, et j'étais là. Il y a 1 an, ça aurait été le job de mes rêves, mais là, j'ai trouvé encore plus ce que j'aimais, donc carrément. Est-ce qu'on peut vouloir changer le monde et ne pas être optimiste ? Je crois pas. Alors, en fait, souvent, je veux surtout pas faire d'injonction à l'optimisme, parce que moi, il y a des mois entiers, il y a même des périodes où tout d'un coup, je vois trop de systèmes qui dysfonctionnent et je rentre en PLS sous ma couette en me disant j'en ai marre, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit, et puis de toute façon, ça n'avance pas. Par contre, je suis souvent, et c'est ce que j'évoque souvent, je suis très pessimiste des systèmes, parfois. Par contre, très optimiste des individus et des gens. Ouais. On peut créer la pire des sociétés, très clairement. Par contre, l'optimiste, il a un devoir, une responsabilité de se dire, le futur catastrophe, c'est ça, et moi, qu'est-ce que je peux faire pour agir ? Et effectivement, le pessimiste, on va lui dire, de toute façon, perdu pour perdu, moi, je fais rien. L'optimiste, il va dire, et toi, tu fais quoi ? Et en parallèle, personne ne se dit qu'il va pouvoir, comme tu dis, être un entrepreneur badass qui change les choses sans se dire qu'il peut les changer, en fait. Comme aucun joueur de tennis ne rentre dans le cours de tennis en se disant que ça va forcément marcher, mais il se dit qu'il y a une chance sur 2 pour que ça fonctionne. Donc il faut forcément une dose d'optimisme. Pour débunker les derniers freins, qu'est-ce que tu réponds aux critiques qui te taxent de naïve ou de bisounours ? Je pense qu'on peut se faire une conversation de 2 heures. À la fin, je pense qu'ils se demanderont si je suis optimiste ou si je suis pessimiste, en fait. Et c'est facile d'être pessimiste. La réalité, on est baigné de dystopies, de scénarios catastrophes. Il y a même des catégories scénarios catastrophes sur les plateformes, tu vois, de Netflix, machin, partout. C'est facile d'être pessimiste. On est tous capables d'envisager un bon tsunami, une bonne pandémie, pas de problème. L'exercice de l'optimisme est un exercice intellectuel déjà beaucoup plus violent, qui impose de connaître, de se fonder sur du réalisme, en fait, parce que tu peux pas, mon enjeu, c'est pas d'être optimiste naïf, je dis pas aux gens d'essayer de sauter par la fenêtre, de regarder s'ils arrivent à se faire pousser des ailes en passage. C'est plutôt de se dire, ok, le constat de la réalité, il est là, les grands enjeux. S'il vous plaît. Voilà.
Les grands enjeux, ils sont là. Par contre, on peut agir en fait. Et ça passe par de l'optimisme et c'est très 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 loin de la notion de la naïveté en fait. On envisage des scénarios possibles et souhaitables parce que si on le fait pas, on va créer la société qu'on imagine. Et si on n'est que capable d'imaginer le pire, comment vous voulez qu'on crée une société un peu plus chouette? Alors, il y aura peut-être un peu de délai, de latence pour ceux qui nous écoutent. Mais bon, en prépa, moi, on m'a appris à toujours définir les mots du sujet en dissertation. Sinon, on parle tous d'un truc différent. Je trouve que l'optimisme, c'est vraiment un mot valise où on peut mettre plein de trucs. Est-ce que c'est... Enfin, alors, c'est quoi l'optimisme? Est-ce que c'est croire que le verre est toujours à moitié plein? Est-ce que c'est croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui? Ou bien qu'on peut améliorer le futur? Celle qui, pour moi, me correspond et correspond à tous nos lecteurs, c'est penser qu'on peut créer une société un peu plus chouette et tout faire pour y contribuer, en fait. C'est le prérequis qu'on a tous la capacité d'action, dans quel que soit le domaine, et qu'on va le faire. Il y a une notion d'action, en fait, qui est très, très inhérente à ma forme d'optimisme, en fait. C'est pour ça que je suis trop content que tu sois là, parce qu'effectivement, ce qui m'intéresse, c'est comment tu rends les gens acteurs de leur vie et du changement. Donc, clairement, le côté empowerment, ça me parle beaucoup. Et oui, par exemple, au niveau écolo, moi, je pense pas que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Tu vois, en termes de biodiversité, à court terme, ça me semble assez compliqué. Mais oui, bien sûr que je pense qu'on peut agir dessus, quoi. En préparant l'interview, j'ai trouvé une citation que j'adore. La France est un paradis peuplé de gens qui pensent vivre en enfer. Et les études, en fait, confirment ça, que la France est une anomalie, parce que plus les pays sont riches, statistiquement, plus les gens ils sont heureux, sauf en France et en Allemagne, apparemment. Et donc, en fait, on devrait être beaucoup plus heureux que ce qu'on est, et pourtant, on est les champions du monde du pessimisme, quoi. Est-ce qu'en France, tu penses qu'on est malade du pessimisme? On est le pays des lumières déjà et de fait on se gargarise potentiellement d'une sorte d'intellectualisme qui est hyper intéressant. Non mais c'est vrai, en France on paraît plus érudit quand on fait la gueule. En termes de management, celui qui sourit il devient suspicieux. Celui qui sourit il est naïf. Le gentil c'est devenu il est bien gentil lui. Tu vois, c'est devenu presque une critique et l'optimiste c'est ça en fait, c'est devenu une critique genre elle est pas réaliste. Non mais attendez, vous êtes sérieux? Bien, enfin mes potes sont collapso, hein. Je suis entourée de copains collapso, donc les scénarios catastrophes, je peux te les tirer, il y a pas de problème. Mais en France, on se gargarise d'une sorte de, tu vois, en plateau TV, tu vas avoir des sachants, qui sont capables de vraiment théoriser ce que tu verras pas dans plein d'autres pays. Dans plein d'autres pays, je dis pas que c'est mieux. Tu verras le mec entrepreneur qui agit, limite, tu vois, le coach motivationnel, c'est lui qui va passer sur tous les plateaux. C'est pas celui qui est en train de critiquer, d'analyser ce truc. Exactement. C'est très bien dans notre place dans le monde, en fait, d'être ça. Par contre, ça fait des individus qui ont l'impression que tout est dysfonctionnel. Non, mais attendez, enfin, quand t'as vécu dans d'autres pays, tu te rends compte que c'est plutôt chouette, la France, en l'occurrence. Ça, c'est la première analyse. Et la deuxième analyse, c'est très souvent dû au débat sémantique, en fait, tu vois. Le fait de dire qu'on est happy, tu vois, en anglais, t'es happy d'aller boire un coup, d'aller boire une bière avec tes copains. Et tu sais, quand on mesure le niveau de bonheur des pays par rapport aux autres, ça se base déjà sur un problème sémantique. En France, qui va te dire qu'il a que c'est le bonheur d'aller boire un coup avec ses copains? Aucun Français te dira qu'il est pleinement happy d'aller boire un coup avec ses copains, en fait. Pourquoi est-ce que être cynique ou critique, ça donne l'air plus intelligent, forcément? Enfin, alors que c'est facile, oui, de tout critiquer, de dire je te l'avais dit, ce monde il est pourri, quoi. On semble tout simplement plus érudit. Le critique est celui qui est censé avoir compris les systèmes. En France. En France. C'est absurde de diaboliser le pessimisme d'un côté, tout comme c'est absurde d'idéaliser l'optimisme. Du coup, c'est quoi les bénéfices et les limites, selon toi, de l'optimisme? La limite est l'inaction, en se disant de toute façon ça va changer naturellement, il y aura pas de problème, tout va se résoudre, un peu ces courants New Age, imaginer, visualiser, tout va aller bien. Ouais, enfin non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc ça c'est la vraie limite de l'optimisme, c'est l'inaction. Et du coup, c'est quoi les avantages de l'optimisme? On est dans une société où on a l'impression de plus pouvoir rien faire, souvent, d'être trop petit, trop isolé, trop différent. L'optimisme permet de te dire, mais si, vas-y, ça peut fonctionner. Tu peux avoir un impact. Donc vraiment, ça, c'est le bénéfice de l'optimisme. L'optimisme, ça donne un sentiment de puissance et de pouvoir être acteur, alors que c'est vrai, le pessimisme, ça peut plus isoler, nous laisser nous diriger par la peur, et du coup, tu es plus dans un sentiment d'impuissance.
moi, je trouve ça, le but, c'est pas d'être faire l'éloge absolu de l'optimisme, mais c'est vrai qu'il y a plein d'avantages auxquels on ne pense pas forcément, que ça crée plus d'empathie, de solidarité, que bah, ça te met en gratitude, donc même statistiquement, ça te permet de vivre plus longtemps. Et en plus, c'est contagieux, quoi. Ça, c'est... Et il y a de l'enthousiasme, en fait. Je crois que les optimistes sont des enthousiastes. Ils trouvent beaucoup de bonheur dans ce qu'ils sont en train de faire, quand bien même ça foire complètement à la fin. Et je crois que les optimistes ont une sorte de joie, une joie de l'action, en fait, même si c'est des collapsos. Enfin, sincèrement, je pense que je suis plus collapso qu'optimiste, en l'occurrence, mais je crois dans le levier de l'optimisme pour le changement. Vraiment. Et il y a une sorte d'enthousiasme à rencontrer d'autres optimistes et une sorte d'élan collectif en se disant on essaie de faire quelque chose, tout simplement. Est-ce que tu as des histoires amusantes ou profondes de lecteurs dont ton site a changé la vie ou tes bouquins? Plein, mais changer la vie, ça veut pas dire changer de métier et sauver le monde, en fait. Ça veut parfois dire sortir d'une relation toxique, ça veut parfois dire changer quelque chose à l'intérieur d'une entreprise en termes de management. C'est souvent le pied à une transformation, en fait. Nous lire, se dire qu'il y a d'autres gens qui avancent et c'est cheminer et enlever cette notion de solitude. Souvent, quand on a un parcours qui est le parcours individuel, la quête de sens, comme tu évoques très souvent, au démarrage, on se sent perdu, à moins qu'on soit entouré d'autres personnes, tu vois, de proche en proche qui aient vécu la même chose. Tu pars de très loin souvent et tu te prends des baffes. Tu te dis, mais attends, moi, cette société dans laquelle j'ai grandi, qu'on m'avait vendue comme la meilleure, ces cursus universitaires où on m'avait dit que c'était ça qu'il fallait faire. Et parfois, c'est à 50 ans, des gens qui se disent, mais attendez, moi, j'ai monté les échelons, mais putain, qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait? Et ça, en fait, ça permet de se dire, mais attends, il y a d'autres personnes qui se sont posées des questions et regarde, enfin, c'est ce à quoi tu participes avec voilà, les podcasts, les vidéos. Et c'est un peu notre pierre. En l'occurrence, à l'édifice, et des témoignages, j'en ai des centaines, mais au-delà de ça, j'ai aussi des témoignages terribles de gens qui me disent, moi, je me fais frapper au quotidien, je suis régulièrement violée par quelqu'un de ma famille, comment je reste optimiste? Et ça, c'est ça, en fait, quand je dis que je ne peux pas être naïve de la société, c'est qu'on se rend compte à quel point il y a une lacune, parce que des personnes s'adressent à un citron, à un avatar, notre logo. En fait, il parle même pas à Catherine, il parle même pas à l'équipe de l'optimisme, il parle à un citron en demandant à un citron comment faire pour être optimiste dans des parcours de vie si difficiles, en fait. Donc, il y a de l'incroyable changement et on voit aussi toute la détresse aussi parfois de lecteurs. C'est chaud. Bah oui. Mais faut le dire, faut oser le dire. Que ça plante des graines. Ouais, complètement, carrément. Avant de préparer l'interview, l'optimisme, effectivement, moi, je peux vite l'associer à quelque chose d'assez superficiel, pas forcément de manière négative, parce que la légèreté, on en a besoin aussi, etc. Mais je trouve que justement, derrière les premières impressions qu'on peut avoir de ton projet, bah, que tu jongles vachement entre les deux, entre la surface et la profondeur. Moi, l'optimisme, effectivement, j'associe ça d'abord à la légèreté. Et l'année dernière, par exemple, bah, je me sentais obligé de parler que de sujets très sérieux pour changer le monde. Bah, c'est pas vraiment moi, quoi. Moi, j'ai envie qu'effectivement, il y ait plus d'enthousiasme. Et voilà. Alors qu'on a besoin de cette légèreté, mais c'est pas toujours facile quand on est militant. C'est pour ça que je fais un petit aparté, mais je suis trop heureux de cette émission Soif de Sens où, bah, voilà, d'un côté, il y a des histoires, des anecdotes, on se marre et effectivement, on passe un bon moment, donc la légèreté. Mais du coup, ça permet aussi de parler de sujets graves, de viol, par exemple, des fois, dans des épisodes féministes ou crise climatique, etc. Mais je trouve qu'il y a cet équilibre à trouver entre divertissement et éducation, entre légèreté et profondeur. D'ailleurs, si vous avez des idées en commentaire pour rendre l'émission plus légère, amusante et divertissante, je suis preneur. Du coup, ça m'intéresse de savoir comment toi, tu fais pour trouver l'équilibre, surtout sur un tel sujet, entre la légèreté, la surface et la profondeur. Alors moi, question du monde. Non, mais elle est très intéressante ta question. En fait, tout simplement, je me rappelle qu'on est tous différents et qu'on a des besoins différents à des instants de vie différents. Et je vais te partager cette anecdote qui est assez incroyable. À un moment donné, pendant le premier confinement, on a fait un challenge des mots positifs. Tu sais, tous les jours, on demandait un mot positif qui commençait par une lettre.
Ok. Sur le papier, tu peux te dire c'est un peu naïf. Nous, en termes de neurosciences, tu sais que ça fait travailler ton cerveau sur un truc un peu positif. Donc déjà, ça te fait du bien, même d'aller réfléchir à un truc positif dans un contexte anxiogène. Puis un jour, Alexia dans l'équipe a oublié de publier cette petite, le petit mot du jour, le mot positif du jour. On a reçu un email d'une infirmière qui nous dit: oh, s'il vous plaît, arrêtez pas votre challenge lettres. Ça s'appelle comme ça, le challenge lettres positif. Moi, ça me fait du bien quand je rentre de garde au milieu de la nuit, d'aller lire et d'aller jouer à ça. Et là, tu te dis, qu'est-ce que ça peut être présomptueux de notre part de savoir ce dont les autres ont besoin. On démarrait avec cette notion de citation. La citation, elle peut faire bien à un grand patron, à un militant, à une infirmière qui sont en train de se cramer littéralement sur le terrain, en fait. Et qu'est-ce que je vais préjuger de ceux dont les autres ont besoin, en fait? Est-ce que tu penses que l'optimisme, ça aide concrètement à changer de vie? Pour tous ceux qui nous écoutent là, qui en peuvent plus de leur boss ou qui ont envie de changer de relation ou de ville ou... L'optimisme d'action, vraiment. Moi, c'est vraiment mon combat. Ouais. C'est, toi, tu parles de badass, tu vois, mais c'est cette notion d'action derrière en se disant on peut changer quelque chose. On est dans une société de l'impuissance. On est dans une société où on nous a presque dépossédés de notre pouvoir d'action, où on nous a dit qu'on était un numéro dans une entreprise, où on t'a expliqué que non, c'était comme ça qu'il fallait faire parce qu'on avait toujours fait comme ça. Et celui qui lève la main en se disant mais attends, moi je pense pas comme vous, il devient l'élément isolé. Et l'élément isolé qui a envie d'agir, il a besoin forcément d'optimisme pour se dire qu'il va pouvoir aller se transcender. On parlait de cause tout à l'heure, d'alignement, tu vois, tu me disais, voilà, après Ashoka, tu t'es dit, ah non, j'aime, c'est incroyable, mais mon vrai alignement, il est là. Et que chacun retrouve sa propre souveraineté dans une ère où on nous a dépossédés de notre souveraineté parce qu'on nous abrutit par des réseaux sociaux très très bien travaillés. Retrouver sa propre souveraineté, c'est se transcender et se découvrir soi pour se mettre au profit du collectif. Tu as parlé du PDG ou de l'infirmière ou des gens qui se crament au travail. C'est une transition parfaite, faut savoir. Qu'est-ce que tu penses du bonheur en entreprise ? Je vais jouer provoque. Est-ce que installer un baby-foot, ça rend les salariés heureux, même quand ton boss est un connard ? Alors ça rendra jamais un salarié heureux. Par contre, j'ai vraiment des anecdotes dans des potes qui bossaient en finance, vraiment très cramés. Ils me disaient le seul truc qui nous faisait du bien dans cette ère de travail, c'est que à 17h tous les jours on se faisait le baby-foot. Genre c'était notre respiration. Donc c'est la même chose encore, c'est de ne pas juger un outil comme un outil. Par contre, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a encore une fois, les médias ont véhiculé bonheur en entreprise, c'est cours de yoga plus baby-foot. Pourquoi ? Parce qu'un média visuel, un télévisuel, moi, quand ils m'appellent pour me demander des actions mises en place par une boîte, ils me disent il faudrait que ça fasse de l'image. Autant te dire qu'une transformation managériale, une transformation des personnes, ça n'a aucun intérêt visuellement parlant. Donc, c'est pas ce qui passe. C'est aussi parce qu'il y a des boîtes qui choisissent des raccourcis. Ah, mais il y en a tellement. Il y a aussi des boîtes qui se disent, en fait, c'est plus simple de mettre un baby-foot que de former nos managers à l'égalité femmes-hommes, quoi. Exactement, parce que pour aller former à l'égalité, derrière, il faut aller déconstruire des schémas, il faut aller parler des biais cognitifs, mais tout ça, c'est ce qui ne se sait pas de l'extérieur. Et souvent, les boîtes qui communiquent le plus, c'est parfois celles qui en font le moins, tout simplement. Donc, on ne voit pas la vraie transformation des entreprises en matière de bien-être en entreprise, et on ne voit qu'une sorte de prisme un peu déformant, mais la réalité, elle est beaucoup plus complexe. J'ai découvert le terme de happy washing en préparant ton interview, justement de plein de boîtes qui font miroiter du bonheur en entreprise, alors que il peut y avoir des suicides, des burn-out, des traumas, etc. Et justement, toi, tu bosses beaucoup avec des entreprises et je trouve ça hyper intéressant que tu rappelles effectivement que y a les deux en fait. Tu as autant des boîtes qui vont marketer le bonheur limite pour recruter les gens moins chers. Et c'est parfois celles dont on entend le plus parler. Et de l'autre côté, tu en as aussi plein qui se transforment plus discrètement, plus silencieusement, mais plus en profondeur aussi, quoi. Et ça passe souvent par des transformations personnelles. Tu vois, c'est un manager qui a compris que ça partait pas dans le bon sens. Et c'était très drôle parce qu'à un moment donné, tu vois, on caricaturait le bonheur aux petits jeunes qui mettaient en place des baby-foot, qui faisaient des photos d'équipe, tu sais, avec le ballon licorne derrière, et c'est le pouce en avant. Ouais, c'est trop bien de bosser chez nous. On croyait que c'était ça le bien-être en entreprise. Et la réalité, moi, je voyais plutôt le bien-être qui était en train d'arriver comme une condition sine qua non, en fait, aux modèles organisationnels de demain. C'était plutôt
plutôt ce qu'on appelle les atypiques de l'entreprise, ceux qui avaient des prospectives, qui se disaient mais le rôle d'une entreprise c'est quoi demain? Le rôle d'une entreprise sociétale, code du travail, assurer la santé physique et mentale des salariés, 1910. Donc autant te dire que cet amalgame qu'on avait fait, genre coup de buzz, comme tu dis, marque employeur, je te mets un petit truc dessus, venez, on vous paye moins, mais qu'est-ce que c'est cool, vous allez faire des pots avec vos copains. Ouais, mais en même temps, celui qui a pas envie de faire un pot avec les collègues parce qu'il a des potes et une vie de famille, il est complètement out déjà de l'entreprise. Et pareil, le bien-être en entreprise, il y a une notion de servitude derrière, et puis même philosophiquement parlant, soyez heureux pour produire plus, parce que nous, ça va nous permettre de la productivité. Donc, à un moment donné, il y a eu la grande tendance. Rendez vos salariés heureux, ils seront plus productifs. Non, mais attendez. Non, c'est pas ça. L'enjeu, c'est plutôt que les gens se sentent bien, épanouis. Tu vois, on a réinversé le sujet. Il a été mal abordé. Et c'est pour ça que la composante, pour moi, du parcours de vie personnel, elle passe par une interrogation individuelle du salarié, et l'entreprise, aujourd'hui, elle se doit de l'accompagner, mais j'ai presque envie de te dire, aujourd'hui, le sujet de demain, c'est le sujet de la santé mentale. Nous, on voit tout le monde décompensé. Je veux dire, les managers, ils sont paf sous l'eau. Les collaborateurs, ils ont peur de l'incertitude. Les RH, ils savent plus comment gérer le truc. Tout le monde est cramé, mais littéralement cramé. Le sujet de la santé mentale, sujet 2021-2022. Ça va être ça. Et j'ai envie de te dire que ceux qui ont mis en place des vrais trucs et pas des baby-foot, ils assurent un peu déjà, ils ont donné du sens, de l'éthique, du partage, machin. Ils ont un coup d'avance maintenant. Est-ce que toi, les boîtes qui viennent te voir, elles sont déjà lucides sur OK, en vrai, on est prêt à travailler en profondeur, je sais pas, à devenir une entreprise à mission, etc. Ou est-ce que souvent, tu avances un peu en cheval de Troie et voilà, parce que tu es sur un sujet feel good, alors qu'en fait, ton projet, il est beaucoup plus profond et militant qu'il y paraît, et tu es un peu en embuscade? Alors, en fait, c'est pas une entreprise qui vient me voir, c'est jamais qu'un individu. C'est un individu au sein d'une entreprise. Si je vois que c'est pour faire de la com, de toute façon, très rapidement, ils sentent que ça va pas le faire avec nous. Parce que c'est vrai que c'est facile, maintenant qu'on a de l'audience, nous, de venir communiquer sur, avec nous sur un sujet, et puis après, ils s'amusent à raconter que Catherine a fait une conférence chez eux, tout d'un coup, ça fait de la pub, ça fait de la marque employeur, machin. Ça, très vite, c'est niette, de notre côté. Par contre, je vois dans les pires structures des gens incroyables qui essaient en fait de déplacer le centre de gravité de la norme, donc de passer par exemple d'un management très toxique à un management peut-être plus, on va dire plus horizontal par exemple. Énorme boîte française, c'est une assistante qui à l'époque bossait à Bourges, qui a levé la main sur le sujet de la qualité de vie au travail, c'est 9000 personnes France, tout le monde connaît la boîte, elle a levé la main en disant moi je pense que c'est un sujet. Finalement de cette initiative individuelle est né un service QVT qui était inexistant dans cette même entreprise, et voilà. Qualité de vie au travail. Qualité de vie au travail. Et en fait, moi, je réponds qu'à des demandes d'individus en qui j'ai confiance, quand bien même ils soient dans des systèmes qui soient parfois, disons-le, très dégueulasses. Je travaille avec quelques grands patrons, mais que tout le monde connaît. Je papote sur Instagram avec eux. Tu vois, on en est là, en fait. En se disant, mais attends, moi, je suis juste à la tête d'une entreprise, tout le monde me dit que je suis patron, machin, mais tu vois, c'est juste des individus incroyables, en fait. Et ça, il y en a plusieurs, en fait. Je veux pas les mentionner, mais vraiment, il y en a plusieurs. Et c'est de l'individu. Je bosse avec des individus qui essaient de faire quelque chose, et parfois le système c'est une équipe de 10 personnes, et parfois c'est 100, et parfois c'est 100 000 en fait. Mais c'est pas homogène. Qui murmure à l'oreille des patrons. Non, je dirais pas ça, mais celle qui tend à expliquer qu'on peut être dans une société s'enthousiasmer dans la société, agir dans la société, et pourtant être très consciente de là d'où on part. Ça me parle, ce côté optimisme, action, parce que c'est vrai, moi je dis souvent, je m'en fiche que les gens ils soient optimistes ou pessimistes, ce qui m'intéresse c'est si tu es acteur ou spectateur, donc je comprends mieux pourquoi ton projet me parle autant. Et en creusant, j'ai découvert un truc auquel je m'attendais pas, que en fait l'optimisme c'est très intime, je trouve. Parce que moi j'ai l'impression vraiment d'être devenu assez cynique depuis 2 ans, parce que j'ai une nouvelle grille de lecture du monde à me dire, pour faire simple, 9 fois sur 10, la source du problème, c'est les méchants capitalistes et l'oligarchie qui dirigent le monde. Et je pense que c'est en grande partie vrai. Mais je pourrais le penser de manière neutre, tu vois, sans être émotionnellement... de toute façon, c'est les méchants capitalistes. Enfin voilà. Et blasé de la vie. Et ça m'énerve quand je fais ça. Parce que en France, râler, c'est un sport national.
Moi, j'ai grandi avec un papa que j'aime beaucoup, mais qui râle aussi beaucoup. Et du coup, je suis allergique quand les gens râlent. Mais des fois, je me regarde et je me dis, mais purée, mais je suis en train de devenir le daron cynique au repas qui répète bah, de toute façon, c'était mieux avant, pardon, et qui contamine tout le monde avec sa mauvaise énergie, alors qu'on pourrait parler de la même chose en passant un super moment, quoi. Donc, au secours Catherine, et deux, rassure-moi, est-ce que tu as ce problème des fois? Ah, mais sincèrement, à un moment donné, moi, je me suis fait une crise en janvier-mars de l'an passé. Et vraiment, je me disais, mais j'en ai marre, il n'y a rien qui va. À un moment donné, tout était tellement dysfonctionnel que je suis sortie d'un événement où on donnait des prix à des entrepreneurs, je ne vais pas évoquer quel événement, en me disant, mais attendez, on est en train de leur donner un bout de bois, il y avait des sponsors dans tous les côtés et qui ne sponsorisaient que l'événement, et autant te dire que ceux qui étaient en train de cramer leur vie à s'engager, ils étaient déjà super heureux d'avoir un bout de bois, et je me disais, mais attends, ils ont rien d'autre qu'un bout de bois, en fait, à qui ça sert, en fait, de mettre en avant des entrepreneurs? Je suis sortie d'un événement, j'ai traversé Paris en pleurs, en écoutant de la musique, en me disant, ça va plus, tout est dysfonctionnel, et j'ai passé vraiment 2 mois. Tous mes potes, quand je les voyais, ils me disaient, mais attends, tu vas faire déprimer tout le monde, là. Enfin, lance lepessimisme.com, ça serait parfait pour aller en totale opposition avec ce que tu fais. Mais vraiment. Et c'est vrai que, sincèrement, Pierre, on passe des soirées ensemble. Je pense qu'à la fin, tu vas te dire, on dit exactement la même chose. Limite, elle est peut-être encore plus pessimiste que moi. Mais pour moi, l'optimisme, c'est un levier d'action et c'est très lié à l'énergie. À la base, et ça, je l'ai pas dit, je suis diplômée en physique-chimie, passionnée par la physique quantique. Et j'ai un vrai truc avec l'énergie. Mais mon enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qui me fait descendre en énergie et qu'est-ce qui me fait gagner en énergie. Parce que si je veux me maintenir, en fait, dans de l'action, il faut que je sois énergisée, en fait. Sinon, je me crame, je me vide. Et comme tu dis, je viens tes d'idées de famille, à 2, on peut faire déprimer toute ta famille, tu vois. Et ça, c'est quelque chose auquel, parfois, je me laisse aller, disons-le, parce que comme toi, et en plus, tu vois, alors toi tu parles de capitalisme, mais pour moi, mon problème, c'est l'empathie. C'est que je me dis, si on recrée de l'empathie les uns avec les autres, on résoudrait tous les systèmes. Donc l'empathie, c'est les biais cognitifs, c'est les jugements qu'on peut avoir, c'est les erreurs de jugement naturel qu'on va faire. Tu vois, mais c'est vrai que moi, il y a des moments où, sincèrement, j'en ai ras-le-bol, hein, et vraiment, j'ai passé 3 mois, je te déprimais toute personne qui passait dans le bureau. Vraiment. Et puis, finalement, il y a eu le premier confinement, et là, je me suis dit, oh, on va s'interroger. Et là, j'ai retrouvé, je pense que quand tout le monde était en train de redescendre, je me suis dit, ça y est, on va pouvoir inventer une société un peu différente. En fait, justement, peut-être, moi, je parle pas forcément de décroissance, mais de croissance plus raisonnée, en l'occurrence, avec d'autres offres, on va dire, alternatives de ce qui existe. Mais c'est pour ça que je crois beaucoup à l'éducation, en fait, à la curiosité. Il faut comprendre comment marchent les réseaux sociaux pour pas se laisser avoir par eux. Faut comprendre comment marche la pub pour ne pas se laisser avoir par elle. Faut comprendre que, finalement, enfin, regarde comment je suis coiffée, regarde comment je suis habillée aujourd'hui. C'est ça, la simplicité. Revenons à un peu de simplicité. Tu vois, je me suis pas maquillée. Revenons à un peu d'authenticité. Mais la joie, elle est là, en fait. Les gens qui nous écoutent en podcast, là, ils se demandent, mais comment elle est habillée? Est-ce qu'elle a un pyjama de licorne? Est-ce que... Non, j'ai un vieux pull difforme et j'ai une non-coiffure, quoi. Voilà. Mais ouais, moi, ça me parle beaucoup. Parce que pour moi, si les gens retiennent une chose de cet épisode, pour moi, c'est qu'effectivement, l'optimisme, c'est pas OK, est-ce que le monde va bien ou mal? C'est quelle énergie j'ai envie d'apporter au monde, quoi. C'est un muscle, en fait. Qu'est-ce que je décide aujourd'hui, quel que soit le contexte, que je sois au max de ma vie ou au fond du trou, individuellement ou en tant que société, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde, quoi. Et retrouver sa capacité d'action. En fait, je crois que notre société nous a poussé à une capacité d'inaction, on devient consommateur de tout. Même limite, quand tu vois, on parlait de bien-être en entreprise, de bonheur au travail, on devient consommateur de son entreprise. Genre, notre entreprise est censée nous rendre heureux. Mais non, enfin, on commence par un travail de développement perso, de réflexion sur le monde, et ton bonheur, je veux dire, tu peux vivre dans le contexte le plus anxiogène au monde, hein, et ça, je l'ai vu, et te dire, bon, alors ça, le contexte de mon entreprise, bon, ils ont rien compris, hein, disons-le. Par contre, moi, j'essaie de faire quelque chose, en fait. Et je trouve de l'enthousiasme dans mon action, et ça passe souvent par une sorte de réappropriation de son action. Donc c'est pour ça que je crois beaucoup dans la notion du collectif, et on a fait croire que ceux qui se questionnent, c'est les mecs faibles, tu vois, enfin c'est presque ça, je veux dire, mais arrête de te poser des questions.
Combien de personnes m'ont jamais dit ça dans ma vie? Arrête de te poser des questions, tu te poses trop de questions. Bah, attends, mais je veux comprendre. Pardon, pourquoi tu te les poses pas toi? Tu vois, enfin, c'est c'est ça et l'optimisme, voilà, bah ouais, on a tous capacité de faire quelque chose, même si on nous a fait croire que non. Je voudrais parler d'optimisme et d'écologie, parce que souvent, ça va quand même pas beaucoup ensemble. Tu vois rarement un écolo te dire j'ai trop hâte d'être en 2050, quand il y aura plein de famines et de guerres, ça va être trop cool. Bon, sauf Julien Vidal, effectivement. D'ailleurs, tu es aussi passé sur ce podcast. Oui. Et pour ceux qui veulent changer de vie, d'ailleurs, il est passé dans Soif de Sens où on parle de 5 métiers écolos méconnus, voilà, qui vont devenir mainstream. Je peux vous mettre le lien en description. Bref, moi j'ai fait beaucoup d'éco-anxiété. Parfois j'ai peur du futur, quoi. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de distinguer deux trucs. Oui, je crois que écologiquement, comme dit Pablo Servigne, on va vivre des tempêtes, mais ça garantit absolument pas qu'on sera plus malheureux. Enfin, on n'en sait rien. Peut-être que ça nous ramènera à l'essentiel. Par exemple, selon plein d'études, un des trucs qui rend le plus heureux, c'est pas l'argent, c'est la qualité des relations. Et de savoir ça, ça, je me dis que ça, je pourrais agir dessus, même dans un monde qui s'effondre et où l'idée, c'est pas d'être bisounours non plus. Bien sûr qu'il y aura des chocs violents, quoi. Oula. Voilà, j'avais pas de questions. Non, mais t'ouvres un grand sujet et peut-être que ça, je vais le dire et j'en parle pas très souvent. Donc, t'évoques effectivement l'étude de Robert Waldinger. Peut-être que tu pourras mettre le lien aussi, le TEDx de Robert Waldinger qui est hyper intéressant sur ce qui rend chacun heureux. Moi, je crois beaucoup au lien, en l'occurrence. J'ai bien compris que c'était pas le fait, c'est même pas le fait d'avoir des enfants qui rend heureux. C'est ça qui est incroyable. On se dit tous que c'est les enfants, machin, la grosse maison, le travail. Non, c'est la qualité des interactions sociales. Donc déjà, ça nous interroge sur notre société de plus en plus individualiste, sur le miroir de nous-mêmes qu'on est avec nos téléphones, ce qu'on nous a fait croire, en l'occurrence. Et tu vois, en parallèle, je suis en train de me déplacer, donc de revenir à plus de nature en Normandie. Mes grands-parents, moi, sont agriculteurs, donc je viens du terroir, hein, et pas de Deauville-Trouville. Alors, je viens du milieu du Cotentin. Mes copines, c'est les vaches. Hein, et dans un réseau dans un rayon de plusieurs centaines de mètres, mes seuls voisins, c'est des vaches. Hein. Donc voilà, et je suis en train de monter un lieu un peu justement alternatif parce que je suis convaincue que demain, on va tous vivre ensemble. En fait, ça paraît bizarre dit comme ça et peut-être un peu bisounouresque et c'est peut-être ça, moi, mon futur optimiste. Je me dis que si tout s'effondre, eh ben écoute, moi j'ai envie de créer de la joie, j'ai envie que ce soit heureux et je sais très bien que c'est pas être branché devant sa télé en vivant tout seul qui nous rend heureux, enfin tout seul en couple avec des enfants ou whatever, c'est le collectif qui rend heureux, c'est l'énergie en fait. Donc ça fait peut-être un peu collapso en train de me dire OK, j'ai un puits, j'en suis là en fait. En parallèle de l'optimisme, je suis en train de construire un lieu peut-être alternatif parce que à un moment donné, et je voudrais pareil donner cet exemple, un jour j'ai ramassé une noix par terre. Un grand noyer, on a un noyer, je ramasse une noix et je me dis oh, putain, je viens d'une famille d'agriculteurs, je suis pas capable de faire une greffe. Et là, je me suis dit, comment c'est possible, en fait? Comment c'est possible que la nature soit si généreuse et qu'on nous ait tellement déroutés de la nature, en fait, que ouais, c'est sympa, j'ai vécu à New York, j'ai vécu dans d'autres pays, ok, super, Catherine. Mais t'es pas capable de faire une greffe? Tiens, et là, je me suis rendu compte à quel point on devenait dépendant des systèmes. Greffe de noyer, pour ceux qui... Hein? Oui, une greffe de noyer. Une greffe de noyer, c'est ça. Mais... tu vois, je me suis rendu compte que j'étais pas capable de le faire. Et donc, depuis 2 ans, je suis en train depuis cette situation, j'ai ramassé une noix par terre en me disant, oh, la nature, elle est super généreuse. Et on est même plus capable de l'entretenir. Enfin, je veux dire, en Normandie, tu sais, t'as des mûres, t'as des noisettes. Personne les ramasse. Je veux dire, on préfère aller au supermarché. Les gens n'ont pas forcément de moyens là où je vis. Puis personne ne ramasse pour faire sa propre confiture ou ramasser les mûres pour la confiture. Alors que c'est gratuit, tout ça. En l'occurrence, il y a beaucoup de gratuité. Et tu vois, en parallèle de l'optimisme qui est vraiment du lien. En fait, pour moi, je fédère, c'est du lien qu'on crée entre les uns et les autres. Je suis en train de me dire, ok, je prévois quand même, on sait jamais, et ça sera beaucoup plus joyeux. Je veux dire, la société peut s'effondrer, on mettra des couvertures, on n'aura plus de chauffage. Du moment qu'il y a des gens, je pense que ça peut être joyeux. Ma toute première expérience où j'ai basculé dans l'innovation sociale et le délire de changer le monde, c'était Spark News. C'est une start-up qui aide les médias à parler des solutions, des initiatives inspirantes et pas que des problèmes. Justement, un peu sur l'idée du proverbe africain qui dit on entend l'arbre qui tombe, mais pas la forêt qui pousse. Donc en gros, les médias parlent que des problèmes et pas de ce qui va bien, qui grandit lentement.
Et c'est un peu ce dont on parlait avec Frédéric Lenoir sur la souffrance. Il ne s'agit pas de nier le négatif, mais surtout en ce moment avec le Covid, on est tellement focus sur ce qui va mal, et c'est important d'être focus dessus, mais que ça prend toute la place et on voit plus du tout ce qui se passe de merveilleux, alors que bah, ça existe, quoi. C'est encore là, quoi. Il y a encore de l'amour, du soleil, des gens qui se bougent, des militants qui font changer les choses, des belles relations, etc., quoi. Et il y a probablement beaucoup plus de merveilleux qu'il n'y a d'anxiogènes, en fait. Et c'est vrai que souvent, quand on me dit, mais toi, tu parles que de ce qui va bien, mais attendez, allumez la télé, vous verrez ce qui va pas, hein. Je veux dire, les autres sont suffisamment là pour le faire pour que moi, je ne le fasse pas. Tu dois avoir la même chose, tu dois te rendre compte à quel point il y a des gens qui font des choses, en fait. Et faire quelque chose, parfois, c'est être dans une boîte dégueulasse avec un job dégueulasse, entre guillemets, hein, et être quelqu'un de merveilleux humainement parlant, tu vois, qui est toujours là à l'écoute des autres, qui est là pour sa famille, pour son voisin, tu vois, t'as des gens merveilleux absolument partout, c'est juste des individus, et ces individus, mais où est-ce que tu vas les voir? Nulle part, parce que soi-disant ça fait pas vendre, parce que bah, comme tu dis, l'info anxiogène, on clique dessus parce qu'on est tous un peu voyeurs, trip survivaliste, hein, on est des mammifères, on est censé connaître les dangers potentiels, alors bam, on reclique Bah, c'est dessus, l'instinct de survie, ouais. l'instinct de survie, tu vois, et puis tu te dis, bah, il y a pire ailleurs, alors tu cliques dessus, bah, sauf qu'à un moment donné, j'en voulais énormément aux médias. Je me disais, mais c'est de votre faute, les mecs, hein. Enfin, regardez ce que vous proposez, comment vous voulez vous attendre à avoir une société plus altruiste en nous montrant que de la discorde en permanence. Et après, j'ai compris que c'était parce que nous, consommateurs, on cliquait là-dessus, même si c'est drôle de cliquer là-dessus, même si, bah, donc, rééduquons-nous, parce que si personne ne clique sur ce genre d'actualité, si on se met à cliquer sur les actualités, ben, qui vont bien, et ben, on vous proposera de ça. Tout simplement, la réalité elle est là, hein. Le but d'un média, c'est de vendre de la publicité pour des annonceurs. Je caricature, mais voilà, ça a été suffisamment dit. Cliquez sur ce que vous avez envie de regarder, en fait, tout simplement. Et partager justement ce genre d'articles ou de reportages comme que ce soit sur ton site ou à l'époque effectivement sur Spark News, bah, ça a un impact réel et ça crée des chaînes de contagion, je sais pas, de réactions en chaîne positives derrière. Et par exemple, moi je connaissais un mec qui est parti vivre au Chili pardon, il y a 30 ans et il raconte que bah, tous les jours il passait devant les bidonvilles et voilà, il savait pas trop comment aider les gens. Et un jour, bah, il a lu un article sur le microcrédit au Bangladesh, donc avec Yunus, et à l'époque, personne ne connaissait. Et il a monté voilà, la première banque de microcrédit au Chili. Et 30 ans après, bah, cette banque des pauvres, elle a permis de créer 100 000 emplois, de sortir des milliers de personnes de la pauvreté. Et tu te dis, ouais, c'est dingue. Et en fait, tout ça grâce à un article C'est ça, optimiste, quoi. c'est Et ça. le journaliste n'est même pas au courant. Et ne pas faire de suppositions, parce que je voudrais quand même donner cet exemple. Tout à l'heure, tu parlais de la citation, moi qui a changé ma vie. Le mec, il ne saura jamais. En fait, il saura jamais qu'il a changé ma vie. Le nombre de lecteurs de mes livres qui m'ont dit, ah, suite à la lecture de votre livre, j'ai démissionné, j'ai changé de machin. En fait, ce mec-là ne le saura jamais. Donc, en fait, l'enjeu, je pense que c'est de ne pas préjuger de la portée d'une action, parce que moi, je le vois en tant qu'écrivain, enfin, auteur. On me dit, en fait, de temps en temps, bah, vous avez changé ma vie. Mais je veux dire, quelqu'un qui a écouté ton podcast, en fait, c'est ton podcast plus un autre machin, tout est tombé en même temps et tout d'un coup, il s'est dit qu'il allait agir. Nous, on s'est rendu compte vraiment avec l'optimiste, de temps en temps, il y avait des articles, on se disait, mais attends, tout le monde le sait, ça. Et en fait, non, pas du tout, en fait. Je veux dire, ça dépend de tes prismes algorithmiques, de ce que tu as l'habitude de lire. Moi, j'ai l'impression que la bienveillance, c'est presque bullshit, tant je l'ai vu passer. Mais attends, il y a des gens qui ont jamais vu le mot passer encore. C'est parce que je suis en proie à mes algorithmes, en fait. J'ai l'impression que le sujet de l'hypersensibilité, voilà, j'en avais parlé à un moment donné, j'ai l'impression que c'est devenu mainstream parce que j'ai l'impression que tout le monde en parle. Mais non, enfin, c'est juste mon prisme algorithmique, en fait. Donc, surtout, il n'y a pas de petite action. On parle beaucoup d'effet papillon, mais chacun individuellement se dire, je peux faire quelque chose, en fait. Toujours sur l'écologie, pour moi, c'est important de souligner que ce qui est qualifié de pessimisme, même si on peut mettre plein de choses derrière, bah, c'est aussi utile des fois, quoi. Et que clairement, au sens de croire que demain sera pire qu'aujourd'hui, par exemple, pas du fait qu'on peut pas agir dessus, parce que ça, bah, non, c'est pas cool. mais oui, la peur et les chocs, en fait, oui, ça peut paralyser, mais ça peut aussi créer des déclics, quoi. Donc, notamment en termes d'écologie, bah ouais, enfin, oui, je préfère dire des vérités scientifiques qu'on juge pessimistes et éviter le mur, ou en tout cas réduire l'intensité du choc, que de faire comme si de rien n'était et se le prendre de plein fouet, quoi.
Ah bah, bien sûr, j'ai fait physique chimie, puis formée en développement durable, à une ère où tout le monde me disait le développement durable, ma pauvre Catherine, tout le monde s'en Mmh. fout, c'était pas bobo pour un souhait, je bossais à l'ADEME, limite j'empêchais les entreprises d'avancer, tu vois. Enfin, globalement, c'est ce dont on me taxait à l'époque. Donc, pour le coup, le développement durable, je maîtrise, il n'y a pas de problème. Depuis, je sais pas, 2006, je lis Jean Covici, tu vois. Alors, aujourd'hui, maintenant, tout le monde le connaît. Moi, Jean Co, je le lis depuis, voilà, enfin, je papotais avec lui à un moment donné. Et Gaël Giraud. Donc j'ai envie de te dire, quand tu bookines les deux depuis un paquet d'années, tu n'es pas empreint d'optimisme et tu sais le Mmh. scénario les pires qui peuvent arriver en fait si on se bouge pas. Mais l'optimisme, il vient dans l'action en fait, il vient se pluguer à partir du moment où tu as ton réalisme en fait. Et c'est pour ça que je crois Oui, pas beaucoup à sur le constat. l'éducation. Exactement, c'est face à un constat d'un pire à venir, de faire d'un pire en 2 mots, en 3 mots à venir, de créer un meilleur avenir en un mot en fait, tu vois, de se dire on peut agir en fait. Et si on le fait pas, l'optimisme, moi je veux pas de l'optimisme naïf en me disant tout va se changer naturellement, machin, on va s'adapter. C'est peut-être ça. Le décalage que je peux avoir avec les autres, c'est que je vis les choses joyeusement. Le confinement, tu peux te dire, ouais, j'ai pas été impactée parce que j'étais pas sur le terrain. Par contre, nous, on était en support, hein, finalement. On rencontrait beaucoup de détresse, beaucoup de solitude. J'ai perdu quelqu'un, ma famille, hein, du truc, de la Covid. Par contre, pour moi, c'est une expérience incroyable qu'on est en train de vivre. C'est une des plus grandes expériences d'intelligence collective. C'est une expérience pour aller réfléchir. Attends, on t'a enfermé avec tous tes biens. Enfin, avec tout ce que tu possédais, tout d'un coup, on t'a enfermé. T'avais plus que ton miroir pour te regarder. Tout d'un coup, tes belles chaussures, elles servaient plus à grand chose. Et puis, le seul truc qui te manquait, c'était de voir des gens, et de la nature et du soleil. Putain, questionnons-nous. Vous comprenez? Elle est dure cette phrase. Questionnons-nous, ouais, c'est ça. Et prenons acte. Pour cette dernière partie, l'émission s'appelle Soif de sens. On va parler un peu de ta quête de sens. Toi, Mhm. qu'est-ce qui donne du sens à ta vie? Je sais pas si c'est léger de dire ça, mais je crois que c'est la joie. En fait, l'enthousiasme et la joie, tu vois, c'est un moteur. Souvent, une de mes salariées m'avait posé la question il y a un an et demi, qu'est-ce que tu la vois comment notre boîte dans un an? Et je lui avais dit: «J'en ai aucune idée». J'avais bien fait, hein, parce que c'était en juillet 2019, donc autant te dire que j'aurais pu raconter quelque chose, ça aurait pas eu de sens. Mais je dis: «Mais je veux que ça soit joyeux, en fait». Et c'est vrai que ce qui, pour moi, donne du sens, c'est la joie. Et la joie, elle est elle est multifactorielle en fait. C'est la joie de l'action, c'est la joie de la rencontre de l'autre, c'est la joie de la nature, du soleil en fait. Et c'est ça qui donne du sens pour moi bah, il y a de l'enthousiasme en fait, il y a de l'enthousiasme de vivre. Et je crois que c'est le plus bel affront qu'on pourrait faire à des années comme on est en train de vivre, à une situation qu'on est en train de, la Terre, on est en train de la flinguer, tu vois, enfin, disons-le. Ayons au moins l'enthousiasme de se dire, on aura à la fois fait quelque chose et on aura su remercier en fait de ce qu'on nous avait donné à un instant T. Donc tu vois, être grincheux de vivre en fait. Et après, je te dis, hein, il y a des périodes où moi je suis au 36e dessous, hein, donc, mais tu vois, c'est ne presque pas honorer le vivant en fait, tu vois, de se dire putain, mais quelle chance on a quand même, regardez la beauté, c'est même pas dit que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, enfin les générations futures auront droit à ça. Et ayons les yeux pour le regarder en fait, et ayons cet enthousiasme et cette flamme de vie qu'il faut pas qu'on perde en fait. Parce que regarde, si on s'éteint tous, alors toi t'as de la chance parce que t'as de la chance, non, t'es acteur militant, donc t'es acteur engagé, donc voilà, mais tu incarnes quelque chose au quotidien, donc tu sais pourquoi tu te lèves le matin en fait. Et t'as beaucoup de gens qui ne s'en rendent même pas compte. Donc Ouais. si vous vous posez pas cette question, dites-vous bien, ok, moi je vais faire partie de ceux qui vont honorer la chance qu'on a en fait, tout simplement d'être là et de vivre et d'essayer d'agir en fait. Mmh. Ça me parle beaucoup parce que à Noël, j'étais en famille et bon, il y avait un peu des tensions dans la famille. Et moi, je sais pas pourquoi à ce moment-là, j'étais trop heureux et je m'étais dit justement, j'ai trop envie de leur apporter plein de joie. Mais il y avait une partie de moi qui culpabilisait un peu de, bah attends, là il y a des engueulades et tout, c'est pas le moment et tout. Et en fait, a posteriori, j'en avais parlé avec mes frangins et ils m'avaient dit, mais en fait, c'est ça dont on avait besoin en fait, c'est d'avoir. Bon, là, cette fois-là, c'était moi, mais une autre fois, ça peut être moi qui fais la gueule et quelqu'un d'autre qui me remonte. Mais
encore plus dans des situations de tension ou de déprime où tout va mal, que ce soit dans une famille, dans un couple ou dans une société ou une boîte, je trouve que c'est encore effectivement plus militant et plus à contre-courant et nécessaire et ouais, utile d'être, de rayonner, quoi. Voilà. Comment ton Et rapport... de se dire qu'on nous volera pas ça. Ouais. Ouais, complètement. C'est bien résumé. Comment ton rapport au sens, il a évolué avec le temps pour toi? Aujourd'hui, c'est ça. Pour moi, le sens, c'est l'empathie, en fait, avec l'autre, qui permet à l'autre de se découvrir lui dans son entièreté et de se dévêtir un peu de tous ces masques, de tous ces machins qu'on s'est mis. Voilà. Mais vraiment, tout le monde est incroyable quand on commence à les faire parler du sujet qui les transcende, quand bien même il les ait mis de côté, parce que ce qui les transcende, je sais pas, c'est de faire des dessins, et quand ils étaient gamins, on leur a dit non, tu feras ça en passe-temps. C'était Laurent Gounel qui m'avait dit ça. Il me disait, vous vous rendez compte, Catherine, on dit aux gens de faire en passe-temps ce pourquoi ils excellent, en fait, ceux qui pourraient mettre, alors ça c'est mon analyse après, mais au service de la société, on lui a dit, tu feras ça en passe-temps. Genre, c'est pas intéressant ce que tu sais faire, tu sais pas faire des maths, mec. Et tout le monde est incroyable, en fait. La réalité, c'est que je crois dans la formidabilité de chacun, mais parfois, quand on est bloqué dans un système, on n'a pas réfléchi à soi-même, on s'en rend même pas compte, en fait. C'est quoi ta dernière grosse remise en question? Je te dis aussi, j'en ai, on va dire, j'en ai deux, une plus légère et une plus lourde. Plus légère, c'est quand tu gères une équipe, travailler chez nous ne convient pas à tout le monde. Et ça, c'est hyper difficile parce que tu sais, nous, on nous attend sur la qualité de vie au travail. Tout le monde fantasme bosser à l'optimisme. C'est trop cool, machin. Mais en fait, on est des bourreaux de travail, des gens hyper curieux. C'est violent de bosser chez nous parce que tu sais, t'as toujours 1000 idées, ça part dans tous les sens. Tout le monde est très autonome. Moi, ce que je sais le mieux donner aux autres, c'est de la liberté. Mais quelqu'un qui a peur de la liberté, c'est hyper difficile. Et du coup, de faire, entre guillemets, alors je dirais pas que c'est faire du mal, parce que généralement, on devient ami avec toute personne qui passe chez nous, mais se dire, non, tu n'es pas fait pour bosser avec nous, tu vois, ça, c'est des vraies remises en question, de se dire, oh là là, notre système, il est quand même un peu différent, on bosse avec beaucoup, beaucoup d'atypiques. Mais tu vois, et il y a 1 an et demi, quand je suis sortie de cette fameuse soirée en pleurs, littéralement, en me disant c'est pas normal que des gens se crament, ne soient pas reconnus, et l'impression d'être reconnus parce qu'on leur donne un trophée qui est ni plus ni moins qu'un bout de bois. Il y avait pas, tu sais, il y avait même pas de pognon derrière qu'on leur donnait. Et à qui je sers, en fait, tu vois, à qui ça sert. Et là, j'ai vraiment une vraie descente, une vraie remise en question, en me disant, mais est-ce que je ferais pas mieux de revenir en Normandie, planter des carottes, créer une ferme décroissante et raconter ça sur les réseaux sociaux. Je me suis vraiment à ce moment-là posé la question, pour ne pas être manipulée, pour ne pas être utilisée, parce que voilà, ça a été compliqué, en fait. Ça a été vraiment ma vraie dernière remise en question. Elle est partie de là. Et je sais pas quelle a été la tienne, toi. C'est quoi la tienne? Tiens. On va inverser. Je sais pas si c'est la dernière, mais en tout cas, ça résonne. Enfin, c'est exactement ce que tu viens de dire, d'une autre manière. Où, ouais, je me suis demandé qui je sers à force de mettre en avant des micro-engagements et d'avoir un discours dépolitisé à une époque où, voilà, pendant les matchs de Champions League, maintenant, de foot, tu as des pubs de Pepsi pour, s'il vous plaît, recycler. Et voilà, en gros, toutes les multinationales et le gouvernement qui mettent la responsabilité de l'état de la planète sur les gens individuels, en oubliant un peu trop facilement la leur. Donc ouais, c'était un peu ça, de me dire, bien sûr que c'est important d'agir à son échelle, mais qui je sers, quoi. Donc toujours articuler ça avec une vision du système, quoi. Merci Catherine, c'était très inspirant. Si toi aussi qui nous écoutes, ça t'a plu, je te conseille l'épisode avec Frédéric Lenoir sur le bonheur. Du coup, on y parle aussi d'optimisme, de changer de vie et d'écologie. Pour les nouveaux, je vous mets aussi la playlist avec tous les épisodes de Soif de Sens en description. Et si tu veux plus d'épisodes avec des militants badass comme Catherine, abonne-toi et partage ce podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Merci Catherine et bonne journée à tous.